Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et du Lomé Peace and Security Forum 2025. Nous devons être les acteurs principaux de notre propre sécurité. Une déclaration de Faure Gnassingbé a analysé avec nos invités. Lomé a accueilli ce week-end la deuxième édition du Lomé Peace and Security Forum. Vous savez, cette initiative portée par le Togo pour réfléchir sur la question de paix et de sécurité dans la sous-région, sur le continent et dans le monde. Le Togo qui se veut donc ce havre de paix, aussi porteur des réflexions pour la paix et la sécurité dans la sous-région. À ce forum, cette deuxième édition, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a développé sa vision de la paix et des actions posées pour garantir la paix et la sécurité sur le continent. Je vous donne un extrait de son discours, puis nous revenons avec vous, très chers invités, pour les analyses. Il a d'abord planté le thème qui nous unit, qui nous réunit cette année ne pourrait pas être davantage d'actualité. Comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation, car partout autour de nous, c'est une époque de grands bouleversements. Les rivalités géopolitiques se ravivent, les conflits se multiplient, les menaces se transforment et partout les mécanismes multilatéraux sur lesquels reposait une grande partie de la sécurité internationale s'essoufflent. Dans ce contexte, notre continent n'est pas à la marge, il est au centre et c'est pourquoi notre responsabilité collective est immense. Nous devons repenser la paix en Afrique, non pas comme une aspiration abstraite et idéaliste, mais comme un véritable projet politique et stratégique que nous porterons nous-mêmes. Je voudrais donc partager avec vous 4 convictions à ce sujet. Elles guident déjà l'action du Togo et j'estime qu'elles sont essentielles pour fonder durablement notre sécurité collective. Et donc ces 4 actions, parmi ces 4 actions, la première conviction plutôt qui retiendra notre attention. Donc d'abord, nous devons être les acteurs principaux de notre propre sécurité, car trop souvent notre continent a été considéré comme un théâtre pour des rivalités extérieures. Nos problèmes ont été analysés depuis d'autres capitales et des solutions ont été décidées et imposées depuis d'autres enceintes. Mais le monde change et ce modèle est révolu. L'avenir de la sécurité africaine se jouera d'abord ici, sur notre continent. Je pense que j'en ai lu assez pour vous, très chers invités, pour permettre de faire vos analyses. Vous le savez, pour le 4e sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces analyses. Elle est à vous donc, très chers invités. Bon, je crois que... Oui, bon, dans l'ordre normal des choses, parce qu'on est deux. Ok, d'accord. Bon, je pense que le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a tout dit. Justement, parlant, d'abord je vais commencer par votre chute. Il a dit que cette question de pouvoir, en tout cas, je caricature, soumettre sa sécurité à une puissance extérieure est révolue. Et je pense qu'il y a des questions claires et il y a des approches qui permettent véritablement de le dire. Prenez le cas, il vous en souvient que le feu Idriss Déby Itno, en son temps, lorsqu'il était envahi, presque, vous avez vu, la rébellion était presque à la porte de la présidence. Je me rappelle, ça doit être dans les années 2010, où il a appelé, je pense que c'est la France qui est venue en rescousse pour que cette situation qui était presque atteinte pour renverser son pouvoir puisse être résolue. Et vous savez, lorsque cette puissance extérieure-là, on confie nos sécurités à eux. Et je pense que lui-même, dans plusieurs discours, il a eu quand même à le dire, ils ne le font pas seulement parce qu'ils veulent préserver la paix, mais c'est en échange. Et la plupart du temps, c'est en échange avec certains avantages qui pourraient en réalité servir à la population, vous permettre en réalité d'avoir des outils nécessaires pour subvenir aux besoins de vos populations. Puisque vous ne pouvez plus aujourd'hui avoir un programme de ceci. Nous avons vu le cas tout à l'heure du Madagascar. Vous ne pouvez plus avoir un programme de société sans compter en réalité sur vos propres ressources. Il faut compter d'abord sur ses propres ressources. Mais si ces ressources-là sont monnayées, pour en tout cas assurer la sécurité. Puisque la sécurité, vous-même également, vous pensez à la population, c'est monnaie, ça vous dit quand même que vous effritez en réalité la force que vous aurez pour réellement exécuter en bonne foi ce programme de société à l'avantage
de vos populations. Et je pense que sur le continent, d'ailleurs même, c'est le joint, Thomas Sankara qui le disait tantôt dans un discours, et lorsqu'il va dire véritablement telle chose, il ne serait plus encore la prochaine fois avec eux parce que il y aura un coup d'État qui va l'emporter tout simplement parce que vous n'avez pas pris en compte les préoccupations d'abord du colon avant d'ailleurs même de prendre en compte les préoccupations internes de vos populations. Et je pense que c'est toute cette idéologie-là que se rebelle la jeunesse africaine aujourd'hui en appelant les chefs d'État à prendre leurs responsabilités. Et je pense que ce forum-là, vous allez constater que la plupart du temps, les gens essaient donc de pouvoir dire que voilà, qu'est-ce que cela rapporte en réalité donc au Togo. En réalité, il faudrait quand même, parce qu'aujourd'hui, la question de la paix est identitaire au Togo. Le Togo est, en tout cas, ce type de paix-là que nous voulons préserver à long terme. Ça veut dire quelque part, il faudrait quand même un acteur qui puisse rassembler autour d'une table tous, en tout cas, ces dirigeants africains pour que nous puissions discuter des réelles préoccupations du continent. Et à la fin, il a également appelé que, il a également plaider pour une réforme de l'architecture financière mondiale pour permettre aux pays africains de financer leur propre sécurité. Ça veut dire quelque part que la finalité de la sécurité, c'est quoi? C'est pour que nous ayons des affaires qui mangent, nous puissions avoir en tout cas un environnement économique très reluisant qui permette à la population véritablement de pouvoir tirer meilleur profit d'une politique donnée. Et tel qu'on n'a pas donc cette sécurité-là, on n'aura pas cette paix-là. Donc il faudrait quand même que nous ayons les moyens financiers. Et justement, parlant de ces moyens financiers également, regardez comment nos pays sont surendettés. Justement parce que les mécanismes mis en place pour les prêts ne sont pas les meilleurs mécanismes qui permettent en réalité le développement de nos États. Donc je pense que ces tribunes-là sont les meilleures tribunes pour discuter de ces problèmes-là sérieusement et en bonne foi et permettre véritablement que nos pays africains puissent prendre à main sa propre sécurité. Il y a plein d'exemples, nous puissions citer donc le cas du Mali avec Barkhane qui a eu à faire pratiquement 10 ans sans apporter de réelles solutions à la paix au Mali. Il a fallu quand même que la jeunesse malienne, notamment l'armée, puisse prendre le destin de son pays à main et trouver d'autres partenaires pour arriver plus ou moins à juguler ce problème. Même s'il n'est pas total, nous savons que les frontières, en tout cas terrestres du Mali, sont en possession de l'exécutif malien. Même s'il y a des fois des intrusions, nous savons que la balkanisation est derrière les Maliens. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc je pense que c'est un problème sérieux qui est posé à Lomé. Le premier forum avait mis en place des bases, des recommandations. C'était le moment pour ce deuxième panel de pouvoir donc examiner ce qui est fait durant le premier jusqu'au second et réellement voir ce qu'on peut mettre sur la table pour faire en sorte que cette question posée de sécurité intérieure des pays puisse être prise en compte dans les politiques, implémentée dans les politiques, dans les approches de solutions et faire que nos États ne puissent pas tomber dans les travers en confiant leur sécurité à des puissances occidentales. Gabriel Javot. Oui, je pense que la déclaration du président du Conseil togolais, M. Foy-Sozina Gnassingbé, c'est une question de l'heure. C'est une question de l'heure et de la question de sécurité, surtout une sécurité extravertie, une sécurité qu'on ne maîtrise pas véritablement. C'est une question de l'heure. Et sa déclaration vient à point nommé, sauf que moi je me pose la question de savoir si ce ne sont pas juste des vœux pieux, puisque ce n'est pas la première fois que ce genre de déclaration sortent. À chaque moment on sort des déclarations, on fait de très beaux discours, mais sur le terrain on constate que rien n'est fait. Plutôt on agit beaucoup plus à confier notre sécurité à l'extérieur et ce sont beaucoup plus les pays occidentaux, la Russie, l'Israël et autres là qui assument beaucoup plus notre sécurité. Ce sont beaucoup plus ces gens-là qui connaissent mieux même nos terrains. Et la question de sécurité, c'est pas qu'une question de financement, mais aussi une question aussi interne, parce que si vous devez sécuriser votre État, la sécurisation du pays vient premièrement des citoyens. Ce sont les citoyens qui ont cette capacité-là de se dire que mon pays m'est cher et donc mon pays me donne assez, donc je dois tout faire pour pouvoir protéger ce pays-là. Ce sont les citoyens qui sont le premier renseignement quand même des forces de l'ordre. Malheureusement, dans nos pays, on constate que il y a de ce genre de choses qui se font la plupart du temps, on sort de très beaux déclarations,
populations, on fait des sommets auxquels les populations ne sont même pas, les représentants de la population ne sont même pas conviés. On parle au nom de la population, alors que ceux-là qui doivent travailler à ce que cette paix-là ou bien cette sécurité puisse avoir véritablement une bonne assise, n'y participent même pas. Quand on parle de sécurité, ça veut dire qu'on parle de paix. Il a insisté aussi sur la coopération entre les pays africains. Il a insisté sur le renforcement des institutions régionales et sous-régionales, c'est-à-dire la CEDEAO et l'Union africaine. Mais ces institutions, à quel moment elles sont indépendantes? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut partir de là, au prime abord. Penser à l'indépendance de ces institutions sous-régionales et africaines-là. Quand nous prenons l'Union africaine, même son siège, ça a été construit par un autre pays, une autre puissance. Quand nous prenons la CEDEAO, on voit à chaque moment, d'ailleurs, les pays de l'AES ont quitté la CEDEAO parce que pour eux, cette CEDEAO-là n'est pas indépendante, n'est pas autonome, n'arrive pas à prendre ses propres décisions. Les décisions sont dictées d'ailleurs. Donc, alors, si c'est comme ça, il va falloir que nous-mêmes, on arrive à se résorber et que les chefs d'État, parce que si les chefs d'État se plaignent, je me pose la question de savoir que vont faire les citoyens. Eux sont venus, ils se plaignent, ils disent que non, voilà, il y a ceci, il y a cela, on confie notre sécurité à l'extérieur, la paix des pays africains ne dépend pas d'eux-mêmes, elle dépend beaucoup plus des pays étrangers, des puissances étrangères et autres là. Mais que faisons nous-mêmes? Puisque ce sont eux qui doivent prendre les décisions. Ce sont eux qui doivent essayer quand même d'apporter des solutions aux problèmes que nous avons. Et nous allons les suivre, nous allons les accompagner. Mais eux aussi se plaignent. Alors qui va apporter la solution? Moi, c'est la question que je me pose. Si on parle de la question de la paix, parce que l'insécurité, c'est aussi quand les populations ne se sentent pas à l'aise. Abordons les questions les questions du terrorisme. La plupart du temps, ce sont des populations désabusées, frustrées par la mauvaise gestion, par l'inégale répartition des biens, qui prennent les armes contre leur propre pays. Parce qu'ils se disent, on n'a plus rien à perdre, puisque ce pays-là ne nous donne absolument rien, puisque ceux qui sont au pouvoir ne nous donnent absolument rien, nous allons travailler, nous allons nous-mêmes faire en sorte que ces gens-là quittent le pouvoir et nous aussi nous aurons gain de cause. C'est ça la première question. Donc nous devons aller beaucoup plus, premièrement, sur le plan de la sécurisation à l'intérieur, en donnant de l'emploi aux jeunes, en faisant en sorte que ces jeunes-là ne soient pas frustrés, en faisant en sorte que les jeunes, quand ils sortent de l'université, les jeunes, quand ils veulent entreprendre, qu'ils aient les moyens d'entreprendre, ou bien qu'ils aient les moyens d'adhérer à des services. Et là, ils vont se dire, mon pays me donne déjà tout, je ferai tout mon possible pour pouvoir garder ou bien préserver la paix dans mon pays. Sinon, être chantre de paix, c'est une bonne chose. Mais agir pour que cette paix-là soit une réalité, c'est autre chose. L'ex-président ivoirien, paix à son âme, l'avait dit, Houphouët-Boigny, que la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Alors, si on dit la paix, la paix, la paix, mais derrière, on ne pose pas des actes qui prouvent réellement que nous voulons la paix, alors là, c'est un vain mot. Ce sont juste des vœux pieux qu'on est en train de formuler. Et pour moi, on n'a même pas besoin de faire un sommet pour ce genre de choses. Si les présidents africains, si les dirigeants africains veulent véritablement la paix dans leur pays, il va falloir aller à une bonne gouvernance. Et l'ex-ministre sénégalais Aminata l'avait dit la fois dernière. Elle a parlé de la question de la gouvernance, de la répartition des richesses de nos pays. Donc pour moi, ce genre de sommet, ça n'a pas lieu d'être. Il va falloir que, si nos dirigeants veulent véritablement la paix, qu'ils s'invitent entre eux, qu'ils parlent de comment ils doivent faire pour préserver la paix à l'intérieur et ensuite voir comment il peut y avoir la coopération suite pour essayer quand même de sécuriser nos pays. Vous voyez un peu, quand nous prenons le cas du Mali, il y a eu le cas de l'Azawad parce que eux aussi, entre-temps, ils se sont sentis lésés par rapport à la gestion du pays, raison pour laquelle ils sont allés prendre les armes. Quand nous prenons le cas du Congo, de la RDC aujourd'hui, mais c'est parce que le M23, ils se sentent aussi lésés par rapport à la gestion du pays, par rapport à la répartition des richesses du pays, et ils se disent, on va aller prendre les armes pour sauvegarder aussi notre patrimoine. C'est aussi ça le problème. Et nos institutions africaines, c'est-à-dire peut-être la CEDEAO, même
M. Faure Gnassingbé, il a parlé du renforcement des institutions. La CEDEAO aujourd'hui, c'est une institution affaiblie par les pays eux-mêmes, par les dirigeants des pays eux-mêmes. Parce que quand la CEDEAO à chaque moment sort des décisions, même l'institution, c'est-à-dire la juridiction de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, sort des décisions, rend des décisions, et puis vous dites niet, moi je suis souverain, je ne vais pas appliquer cette décision-là. Vous êtes en train de fragiliser l'institution. Si au sein de l'institution de la CEDEAO même, les gens prennent des décisions, c'est-à-dire la CEDEAO veut dire, bon, moi je veux mettre tel protocole additionnel en œuvre, et puis vous vous dites, non, moi je ne vais pas mettre ça en œuvre. Vous voyez un peu, vous êtes en train de fragiliser l'institution. Si l'Union africaine n'arrive pas à avoir les coups de franche pour pouvoir prendre des décisions qui vont impacter quand même la vie des populations africaines, que nos dirigeants africains sachent que ce sont eux, premièrement, qui sont en train de fragiliser ces institutions-là. Et donc, ces institutions n'ont aucun impact sur la vie réelle des populations, jusqu'à impacter même sur la sécurité de nos pays. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Donc, être chambre de paix, c'est une bonne chose, mais agir pour que cette paix-là soit réelle, c'est autre chose. Adam Adrono. Oui, vous savez, moi je pense que cette question de justice sociale est une question primordiale et la plupart des États l'ont compris. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez la plupart des approches également pour arriver à juguler cette question de sécurité, dont aucun État n'est aujourd'hui épargné, je pense que dans les directives, il est inclus, en tout cas la question sociale. C'est d'ailleurs même ce qui fait que il a cité, je pense qu'il a cité un discours, mais moi je vais plus m'apaisantir sur le discours d'Ibrahim Traoré qu'il avait dit qu'en réalité cette question d'insécurité que vit aujourd'hui leur État dépend également de la gouvernance des chefs d'État qui n'ont pas pris en réalité en compte les préoccupations majeures des populations. Et justement, cette justice sociale-là est assez fragilisée. Et quand c'est comme ça, ça ouvre la voie à des recrutements. Puisque de toute évidence, les gens ne viennent pas d'ailleurs. Ce sont ces populations, ces jeunes-là frustrés qui se disent, voilà, c'est vrai, comme Gabin le disait tantôt, ils n'ont rien à perdre, donc ils préfèrent aller se joindre à eux-là. Et donc, par n'importe quoi, on peut en réalité arriver à corrompre les enfants, à leur faire comprendre qu'en réalité, ils sont frustrés parce que voilà. Donc, ils comprennent en réalité qu'il faudrait quand même se rebeller. Mais est-ce que c'est toujours la voie normale? Donc, interpeller les dirigeants à pouvoir faire de la justice sociale leur cheval de bataille est une très bonne chose pour arriver en réalité à faire en sorte que nous résolvons cette question de sécurité d'abord mentalement, puisque quelque part la population, lorsqu'elle est révoltée sur l'injustice sociale, c'est plus puissant que n'importe quelle arme que prendront donc ces forces de mal là que nous connaissons dans nos pays. Donc elle est essentielle et je pense que ce n'est pas pour rien que ce forum-là a pris en compte également certaines préoccupations liées donc à l'économie et travailler pour la population. Je pense que c'est seulement ce discours-là qui est donc affiché, mais en arrière-plan, il y a eu quand même des recommandations qui vont dans ce sens-là pour préserver et optimiser en réalité en tout cas l'approche sécurité dans nos États. Donc c'est très important la question de justice sociale, elle est même primordiale pour arriver véritablement à avoir les armes. Parce que à quoi servent les armes? Parce que c'est pour réprimer la population. Nous l'avons dit tantôt, qu'il n'y a aucune arme, aussi puissante soit-elle, plus que la population révoltée. Donc il faudrait quand même que la population soit au cœur des préoccupations avant même d'avoir des outils nécessaires pour préserver cette sécurité-là dans nos États. Pour préserver cette sécurité dans nos États, au-delà de la population, vous ne pensez pas aussi que les choix stratégiques des États comptent beaucoup? Gabin, puisque c'est de ça que parle le président du Conseil. Oui, les choix stratégiques des États, ces choix-là sont implémentés pour le compte de la population. Si vous faites des plans et puis la population n'est pas mise en contribution, ça pose réellement un problème. Moi, c'est un peu ça le truc. Il faut aller au-delà des plans stratégiques de l'État, parce que la plupart même, quand nous faisons nos plans, c'est l'extérieur quand même qui finance ces plans-là. Nous-mêmes, nous faisons des projets ici, et après, nous les soumettons aux institutions de Bretton Woods ou bien aux puissances internationales qui arrivent quand même à nous financer et décident de nous financer ou pas même. Donc, à un moment donné, nous devons savoir que nous devons travailler pour le compte de la population, impliquer la population par rapport à un certain nombre de choses. C'est ça pour moi qui est le plus important. Si vous vous retrouvez dans une chambre climatisée et puis vous prenez vos résolutions que la population n'est pas concernée. Aujourd'hui, je prends juste le cas du Togo, circuler au sein de la population togolaise et demandez-leur, est-ce que vous connaissez les résolutions qui ont été prises d'ailleurs lors de ce forum-là qui a eu la fois dernière à l'hôtel de février? Les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas informés. Donc, il doit y avoir un travail de fond qui doit être fait
Et alors là, les populations vont prendre conscience. Si les populations ne savent pas ce que vous êtes en train de faire pour leur compte, excusez-moi, vos plans vont tomber à l'eau. Et donc, les plans stratégiques, c'est très bien, mais il faut mettre ceux-là qui sont les premiers destinataires à contribution. Et moi, je ne vois pas cela. Depuis la première édition d'ailleurs, vous avez vu même l'autre conférence là sur la sécurité maritime. Combien de pays ont signé ce mémorandum-là? Combien de pays? Et jusqu'à présent, est-ce que vous voyez quand même les impacts quand même de ce sommet? On fait des sommets, mais les véritables solutions ne viennent pas. Ça veut dire qu'il y a un couac quelque part, il y a un problème quelque part qu'on n'arrive pas réellement à résoudre. Et nos dirigeants, je ne dis pas qu'ils ont la panacée, ou bien qu'ils ont une solution toute trouvée comme ça, mais ils doivent agir, et agir pour le compte de la population. Moi, Adam vient de parler de la question de la justice sociale. L'inclusion sociale, c'est quelque chose de très important. Si les gens ne se sentent pas concernés ou bien les gens ne se voient pas réellement dans vos projets sociaux et autres là, excusez-moi, mais ils ne vont jamais se sentir concernés par quoi que vous fassiez. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et les populations se sont désengagées royalement de ce que nous sommes en train de faire au pays, des questions liées à la sécurité, des questions liées à la protection, parce qu'ils se disent, même si nous agissons pour le bien de ce pays-là, les seuls bénéficiaires, c'est vous. Nous, on ne profite absolument rien. On crève la dalle, on est en train de souffrir. Et donc, faites ce que vous avez à faire, nous, on vous regarde. Et quand les populations disent qu'on vous regarde, ça pose problème. Donc, à un moment donné, nos dirigeants, c'est à eux de prendre quand même leur bâton de pèlerin et de savoir que ce sont des commis de ces populations-là et ils doivent travailler pour que cette population se sente à l'aise et ils doivent travailler aussi à mettre à contribution les populations, peu importe les résolutions qu'ils sont en train de prendre. C'est ça seul qui va sauver l'Afrique. Merci. Oui, pour ajouter juste quelque chose lié aujourd'hui à la diversification des partenaires, parlant de céder en réalité sa sécurité à certains puissants, je pense que ce qui est très important, c'est que nos États puissent avoir la latitude de pouvoir choisir en tout cas leurs partenaires sur l'achat, parce que lorsqu'on parle de confier ou de céder, en tout cas sa question sécuritaire à telle puissance, c'est justement fait, parce que lorsque nous prenons les accords coloniaux avec la France, etc., lorsque ça crève l'œil. Ça crève l'œil pour la plus simple raison que vous voyez que quand même, arriver à ce niveau de conviction pour nos États, on continue pas à mettre en œuvre ce type d'accords coloniaux. Donc je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la Russie, c'est parce que la Russie, en termes de partenariat, est assez respectueuse de nos États. Elle ne nous colle pas certains impératifs avant même d'aller vers un accord d'achat, d'armement, etc., qui sont aussi, bon, quoi qu'on dise, c'est pour la population, mais il faudrait quand même qu'on ait des outils nécessaires pour sécuriser nos États. Et avoir ces outils nécessaires-là, c'est d'avoir la latitude de pouvoir choisir à sa société ces partenaires qui puissent véritablement les procurer sans, en tout cas, en faire des omertas ou pratiquement en émettre donc des vétos avant leur possession dans nos États. C'est aussi ça, la question sécuritaire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Mon mot de fin, c'est de souhaiter une bonne semaine à tout et chacun, que nous soyons prudents quand même dans la circulation. Merci. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Adam, entre nous, vos mots de fin. Oui, mais mot de fin, je pense que le gouvernement vient d'être formé. Il y a eu également aujourd'hui certains rajouts en ce qui concerne la présidence du Conseil. Il y a eu des rajouts, notamment la direction de cabinet et certains conseillers également qui ont été donc rajoutés. Ce que nous souhaitons, c'est justement leur souhaiter en tout cas une très belle mission et faire en sorte que ce que nous avons discuté en ce qui concerne aujourd'hui cette justice sociale-là soit amplement partagé pour que les résultats, en tout cas de leur gouvernance, soient à l'actif de cette population-là. C'est en cela que va être reluisant dans la gouvernance du président du Conseil, parce que l'impact doit être d'abord social pour qu'on dise véritablement qu'il y a bonne gouvernance. Donc, sur ce, je leur souhaite une très bonne mission.
Merci beaucoup. À vous, Adam Adrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnon, à Joe à la réalisation, à Gaston Wafano et Florent Ekou à la diffusion. Merci à Rebecca Vessou et Stéphane Kouanou à la caméra également. Merci à vous tous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.